Bienvenue à Math Infinité, la chaîne consacrée à l'enseignement des mathématiques à l'université. Alors dans cette vidéo, on va aborder une partie des fonctions à deux variables, notamment la notion de changement de variable, le théorème d'inversion locale et globale. Alors cette partie est plutôt destinée aux applications en physique. Les changements de variables sont très courants en physique et ils sont très utilisés pour résoudre certaines équations aux dérivées partielles. Alors ici justement, on va utiliser un outil puissant qui est le théorème d'inversion globale pour montrer que certaines applications sont des changements de variables et on va les utiliser sur une application pour résoudre une équation aux dérivées partielles. Voilà, donc là ce sera à la fin et donc là c'est la partie, disons, importante de cette vidéo. Alors allons-y, donc je vais rappeler la notion de différenciabilité d'une fonction. Donc c'est la dérivabilité en quelque sorte d'une fonction de deux variables. Donc je prends une fonction qui est définie sur un ouvert oméga de R2 à valeur dans R et on prend un point dans cet ouvert. Alors les dérivées partielles de f en U0, ben on a d de f sur dx en U0, donc on calcule cette limite. Donc je fixe y0 et je fais varier la première composante. Donc voilà, on fixe la deuxième composante et on fait varier la deuxième composante et on calcule le taux de variation. Voilà, donc ça c'est un calcul de limite facile, il n'y a rien. Pour la dérivée par rapport à y, ben, on fixe la première variable et on fait varier la seconde variable. Voilà, donc c'est ça la notion de dérivée partielle. Donc on dira que f admet des dérivées partielles si ces deux limites existent. Alors maintenant, on dira que f est différenciable au point U0 si les dérivées partielles en U0 existent. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi que cette quantité tend vers 0 lorsque h tend vers 0. Alors ça veut dire que au voisinage de U0, je peux approximer ma fonction par cette fonction linéaire. Voilà, donc c'est ça en fait la dérivabilité. Alors ici, L1 et L2 sont les dérivées partielles. Et ici, la norme que je prends, c'est la racine. Alors donc la différenciabilité, c'est calcul. Alors on calcule les dérivées partielles, d'abord. Alors s'il existe, bon, on continue. Si les dérivées partielles n'existent pas, donc on s'arrête, on dira qu'il n'est pas différenciable. Et une fois qu'on a calculé les dérivées partielles, on calcule la norme, la valeur absolue de cette quantité sur cette norme, et on montre égal à 0. Voilà, alors il faut ici être familier avec les techniques pour calculer les limites de fonctions à deux variables. Voilà, alors on va illustrer ça par deux exemples. Alors je prends cette fonction f de xy égale à x plus valeur absolue de y. Et on va étudier la différenciabilité de f en 0. Alors je commence par calculer les dérivées partielles en 0. Donc je fais la limite de... Donc je fais varier ici, c'est 0 plus h moins f de 0. Donc ça, f de h0 c'est h, f de 0, 0 c'est 0, donc ça donne 1. Alors par contre, d de f sur dy, donc là je fais varier la deuxième variable, et je vais trouver valeur absolue de h sur h. Alors il se trouve que cette limite n'existe pas, parce que ça dépend de h.
Si vous prenez h positif, vous allez trouver la limite égale à 1. Sinon, si vous allez dans la direction négative, vous allez trouver la limite égale à moins 1. Voilà. Donc voilà, la limite à droite et la limite à gauche sont différentes. Et donc, d de f n'existe pas et le problème est réglé. Donc là, cette fonction n'est pas différenciable en 0. Alors maintenant, on prend cette fonction-là, f de xy égale à x4, y4 sur racine de x carré plus y carré, si xy est différent de 0, et 0 si xy. Et on va étudier la différenciabilité de f en 0. Donc là, c'est la même chose. On calcule les dérivées partielles et on calcule la limite de f, etc., la quantité sur la norme de h. Alors, les dérivées partielles, f de h0, c'est 0. Ici, donc c'est 0. f de 0, 0, c'est 0. Donc là, 0 sur h, et donc ça donne 0. La même chose pour d de f, donc les dérivées partielles existent. Alors maintenant, la limite de f de xy moins f de 0, 0 moins 0 fois x moins 0 fois y, puisque les dérivés, donc c'est ça. Ça va me donner cette quantité. Alors maintenant, il faut que je calcule cette limite. Alors on remarque que x carré, y carré est inférieur à 1 demi x carré plus y carré au carré. Donc ça c'est une... donc si vous faites la différence, vous allez trouver x carré moins y carré au carré. Donc on a cette inégalité, donc je vais avoir que ça, c'est inférieur à cette quantité. Et ça tend vers 0 lorsque x, y tend vers 0, donc ça tend vers 0. Donc la limite c'est 0 et donc f est différenciable en 0. Voilà, donc j'ai tenu à rappeler la notion de différenciabilité. Et donc voilà, donc ça consiste à calculer les dérivées partielles, donc ça c'est des limites, et qu'à calculer une deuxième limite. Et donc là, il y a des techniques pour le calcul de limites de fonctions de deux variables. Alors maintenant, les fonctions de classe C1. Donc, une fonction de deux variables est de classe C1 si les dérivées partielles existent en tout point et ils sont continus. Voilà, donc il faut que les dérivées partielles existent en tout point de oméga et ils sont continus. Alors, l'intérêt des fonctions de classe C1, c'est qu'on a un théorème qui nous dit que si f est de classe C1, alors f est différenciable en tout point. Et ça, c'est très important. On a un autre moyen de montrer la différenciabilité. Donc, la plupart des fonctions usuelles qu'on connaît vont être de classe C1. Et donc, on est sûr qu'ils sont différenciables en tout point. Donc, ça peut être utilisé pour montrer la différenciabilité. Alors, maintenant, la notion d'application différenciable d'un ouvert de R2 vers R2. Donc, quand on a une fonction de R2 vers R2, donc il aura deux composantes. Alors, on dira qu'il est différenciable ou de classe C1 si chaque composante est différenciable et de classe C1. Et on notera C1 oméga R2, l'ensemble de ces fonctions. Alors, cette hypothèse de classe C1, il est importante dans le théorème d'inversion locale. Alors, maintenant, une fois qu'on a une fonction, une application d'un ouvert de R2 dans R2, donc il a deux composantes. Donc si on prend un point, on calcule la matrice jacobienne. Donc c'est une matrice, c'est D de G1 sur D de X en U0. D de G1 c'est DY. Donc voilà, je dérive les dérivées partielles de la première composante et les dérivées partielles de la deuxième composante.
constante. Donc c'est ça la matrice jacobienne d'une application d'un ouvert de R2 vers R2. Alors le jacobien, ben, c'est le déterminant de la matrice jacobienne. Donc ça apparaît dans les formules de changement base et on va voir que dans le théorème d'inversion locale, il est important de connaître le jacobien. Voilà. Alors, par exemple, on prend cette application de R2 dans R2. Alors, il est bien sûr de classe C1, donc s'il est différenciable, les dérivées partielles, vous pouvez les calculer en dérivant ici par rapport à x, par rapport à y, et on trouve des fonctions continues, donc c'est une application de classe C1, et donc il est différenciable. Alors le jacobien de U, alors c'est au point 0 pi, donc d de g de x, ça sur x c'est y exponentielle xy, donc en 0 donc c'est y, donc c'est pi. La dérivée par rapport à y, donc c'est x fois exponentielle xy, c'est 0. Et là, la dérivée du sinus par rapport à x, c'est cosinus. Donc en 0 pi, cosinus en pi, c'est moins 1. Et le sinus égal à moins 1. Et le jacobien, c'est le déterminant, c'est égal à moins pi. Donc ça, c'est quelque chose de simple, il suffit de savoir dériver. Alors, maintenant, là, une formule de composition. Donc, je prends une application définie sur un ouvert de R2 et je prends une autre application définie sur un ouvert oméga 2 tel que G de oméga 1 est inclus dans G de oméga 2. Alors, je suppose que G est différenciable en un point et F est différenciable en l'image de ce point. Alors, cette application qui est la composée, donc f de xy, petit f ici c'est g de xy, donc il est différenciable. Et on a les dérivées partielles, donc là c'est la formule classique, donc d de f sur d de x, c'est la dérivée de ça par rapport à x fois la dérivée de ça par rapport à u, plus la dérivée de ça par rapport à x, la dérivée de f par rapport à v, et d de f sur dy ici, pardon, d de y c'est d de u sur dy, fois d de f sur du, d de v sur dy. Voilà, donc ça c'est bon, c'est des formules qu'on utilise, mais qui est très très pratique et qui est importante quand on veut faire un changement de variable. Donc ici c'est d de y. Voilà, alors il faut faire attention, là on dérive par le x ici, c'est le même que là et là, et le y ici, c'est le même que là et là. Et avec les notations physiques, vous avez d de f sur dx. Alors vous voyez, c'est comme s'il y a des simplifications, d de u sur dx, df, d de v, voilà, et là la même chose. Alors matriciellement, ça s'écrit comme ça. Et on voit bien ici que c'est le transposé, la transposée de la matrice jacobienne. Alors par exemple, cette formule peut être utilisée pour les coordonnées polaires. Donc vous avez une fonction définie sur la boule ouverte de centre 0 et de rayon alpha. Et vous définissez une nouvelle fonction, f de rθ égale à petit f r cos θ, r sinus θ. Alors maintenant, pour calculer les dérivées partielles, donc les dérivées partielles, donc par rapport à r, c'est ça par rapport à r, donc c'est cos θ fois d de f sur dx, plus ça par rapport à r, c'est-à-dire sinus θ,
t de f sur ty, et par rapport à θ, donc ça, par rapport à θ, donc c'est moins r sinus, et etc. Donc on va avoir la formule, voilà, cos θ, t de f sur tx plus sinus θ, t de f, et là la dérivée de ça, donc c'est moins r θ, r cos θ. Alors cette formule, elle est très importante quand on veut faire résoudre une équation dérivée partielle en faisant un changement de variable en coordonnées polaires. Alors maintenant, la différenciabilité est préservée quand on compose les applications. Donc si vous avez G1 de oméga 1 dans R2 et G2 de oméga 2 dans R2, tel que l'image de oméga 1 est inclue dans oméga 2. Alors si G est différenciable en U0 et G2 est différenciable en G1 de U0, la composée G2 en G1 est différenciable en U0 et la matrice jacobienne de G2 en G1, c'est la matrice jacobienne de G2 en G1, voilà. Donc ça se comporte très bien avec la composition. Donc en particulier, si G1 est l'inverse de G2, vous allez avoir ici l'identité, et donc le jacobien de l'inverse égale l'inverse du jacobien. Alors maintenant, on vient à l'objet central de ce chapitre, qui est la notion de changement de variable ou difféomorphisme. Alors donc, vous avez une application entre deux ouverts, oméga 1 et oméga 2, qui sont deux ouverts de R2. Alors c'est un changement de variable ou difféomorphisme. Si G est bijectif et de classe C1, son application inverse, donc il est bijectif, donc l'application inverse, est aussi de classe C1. Voilà, donc ça c'est important. Donc il est très important de noter qu'il ne suffit pas que G soit bijectif. Il faut que, bien sûr, il est de classe C1, mais même s'il est bijectif ou de classe C1, ce n'est pas suffisant. La deuxième condition est importante. Il faut que l'inverse soit aussi de classe C1. Donc c'est ça ce qu'on appelle un difféomorphisme ou un changement de variable. Alors par exemple, je prends G de 0 plus l'infini croix 0p vers R croix 0 plus l'infini, donné par cette formule. Donc G r θ égale à R cos θ, R sinus θ. Alors c'est un changement de variable. Alors il faut remarquer d'abord que l'arc cosinus, c'est l'inverse du cosinus sur 0π. Alors il faut faire attention. Donc on prend la fonction cosinus sur 0π. C'est une fonction décroissante, strictement décroissante. Et donc il est bijectif et son inverse c'est l'arc cosinus. Et donc on a cosinus de arc cosinus x égale à ça, et le sinus de arc cosinus x c'est racine de 1 moins x carré. Alors pourquoi cette remarque? Parce que ça va nous permettre de calculer g-1. Alors pour montrer que ça est un changement de variable, alors il est clair que cette application il est de classe C1, puisque ces deux fonctions sont de classe C1. Maintenant, l'inverse, eh bien, il est donné par cette formule. Donc ici, R, c'est racine de x carré, et là, l'angle, c'est leur arc cosinus de x sur racine de x carré. Alors vous pouvez, alors bien sûr, puisque dans le domaine 0, 0, le point 0, 0 n'appartient pas au domaine, donc cette fonction est de classe C1, et voilà. Donc les coordonnées polaires définissent un changement de variable entre 0 plus l'infini 0π et R croix 0 plus l'infini.
Alors maintenant, euh, si vous avez deux changements de variable, ben, la composée va être un changement de variable. Et si vous avez un changement de variable, eh ben, la jacobienne de l'inverse au point GU, c'est la jacobienne de GU inverse. Donc il faut inverser cette matrice pour trouver. Donc cette formule, il est très importante et parfois il nous permet de faire des calculs, de calculer des dérivées partielles sans expliciter voilà, le changement de variable, sans avoir explicitement le changement de variable. Donc ça, c'est une formule qu'il faut garder à l'esprit. Et on arrive au théorème d'inversion locale. Alors, si vous regardez dans la définition ici du changement de variable, alors il y a la bijectivité qu'il faut vérifier. Voilà, donc, et l'inverse, il faut que ça soit de classe C1. Alors ça, en pratique, montrer qu'une application de oméga 1 dans oméga 2, trouver un ouvert sur lequel cette application est bijective, c'est quelque chose de difficile parce que bijectif, ça veut dire que vous devez d'abord montrer qu'il est injectif et surjectif. Et voilà, alors le théorème d'inversion locale, eh ben, il permet de résoudre un problème puisque il va nous permettre de déduire qu'une application est un changement de variable sur un ouvert, rien qu'en vérifiant une condition qui est algébrique. Alors, regardons le théorème. Donc, je prends un ouvert de R2, j'ai une fonction alors de classe C1, donc ça c'est important, donc c'est une application oméga d'un ouvert de R2 vers R2, et j'ai un point tel que le déterminant de la matrice jacobien est différent de 0, c'est-à-dire le jacobien est différent de 0. Donc vous voyez ça, c'est facile à vérifier. Donc vous calculez les dérivées partielles en U0 et vous calculez le déterminant de la jacobienne. Si vous trouvez que c'est différent de 0, le théorème va nous dire qu'il existe un ouvert contenu dans oméga qui contient U0. L'image de cet ouvert est aussi un ouvert de R2. Et G de oméga 1 vers oméga 2 est un changement de variable. En plus, la jacobienne de l'inverse au point GU égale la jacobienne en U inverse. Alors donc vous voyez la puissance. Donc il y a deux hypothèses de classe C1 et ça. Avec ça, vous êtes sûr que sur un voisinage de U0, il y a un ouvert, donc voilà, et tel que G de cet ouvert dans son image, qui est aussi un ouvert, est un changement de variable. Voilà, et vous savez calculer, sans calculer l'inverse, vous n'êtes pas obligé de calculer l'inverse, de l'expliciter. Cette formule vous permet de calculer l'inverse si vous connaissez ça. Et donc voilà, donc ça c'est un théorème très très important et donc l'un des grands théorèmes en mathématiques, et donc je vous invite à le regarder de plus près et à comprendre le sens. Donc je recommence. La puissance de ce théorème réside dans le fait que son hypothèse elle est très très facile à réaliser. Alors donc je rappelle, puisque vous aurez ici à calculer l'inverse d'une matrice, si vous voulez appliquer le théorème, donc je vous donne la formule de l'inverse d'une matrice carrée. Donc si vous avez une matrice A, B, C, D, dont le déterminant est différent de 0, l'inverse, alors vous permettez D, A et B et C sont gardés avec un signe moins. Donc ça c'est la formule de la comatrice. Alors allons-y.
Considérons un exemple. Alors voilà l'exemple. Donc je prends cette application de R2 dans R2. Alors il est très difficile de montrer que cette application est injective. Vous écrivez l'équation EX1, EY1 égale à EX2, Y2, Y1 exponentielle de X, et vous essayez de montrer qu'il est injectif, c'est difficile. Donc il est très difficile de construire. Alors ce qu'on va faire, eh bien, on va prendre un point où le jacobien de cette application est non nul, et on applique le théorème d'inversion locale. Alors je prends, alors bien sûr c'est une fonction de classe C1, alors je prends le point 0, 0, G de 0, 0 c'est 0, 0, et donc je calcule le jacobien de G en un point, donc je dérive ça par rapport à X, donc c'est exponentielle X, par rapport à Y c'est moins exponentielle Y, et ça c'est par rapport à X c'est Y exponentielle X, et par rapport à Y c'est exponentielle X, donc c'est ça la matrice jacobien. Je calcule la jacobien en 0, et je trouve que le déterminant est égal à 1, et donc je suis dans les conditions, j'ai le fait que la fonction est de classe C1 et le jacobien différent de 0, donc je sais qu'il existe un ouvert de R2 qui contient 0, 0, dont l'image est un ouvert, et voilà. Donc voilà, et donc ça c'est un changement de variable au voisinage de 0. Alors, on ne peut pas calculer G-1, parce que si vous essayez, si vous posez U égale à exponentielle X moins exponentielle Y, et V égale Y exponentielle X, et vous essayez de trouver XY en fonction de UV, c'est difficile. Donc je ne peux pas calculer G-1, mais je peux calculer les dérivés de D de X sur DU, D de X. Je peux les calculer à l'aide de la formule importante de cette formule. Voilà, alors donc c'est ça ce qu'on va faire. Donc je sais que D de X sur DU, D de X sur DV, c'est l'inverse de cette matrice-là. Ben, je calcule l'inverse en utilisant, donc le déterminant c'est exponentielle de x plus y exponentielle x plus y, et ici ça va devenir plus, ça va permuter, mais c'est la même chose, ici plus et ici moins, et donc voilà la formule donc je sais, sans calculer x, y en fonction de uv, je sais calculer d de x. Et ça, c'est la puissance du théorème d'inversion locale. Et je peux appliquer ça en 0. Donc, bien que je n'ai pas calculé x, y, je connais les dérivés partiels de l'inverse en 0, 0. Voilà. Alors maintenant, il y a un théorème d'inversion globale qui est aussi important. Alors, quand vous avez une application d'un ouvert oméga à valeur dans R2 qui est de classe C1 et qui est injectif. Voilà, donc il est injectif, et pour tout point de oméga, le jacobien en ce point est différent de 0. Donc voilà, donc vous devez avoir trois conditions de classe C1, injectif, et tous les jacobiens ici sont différents de 0. Alors vous êtes sûr que G de oméga est un ouvert de R2 et que G est un changement de variable. Alors ça, c'est aussi utile pour trouver des changements de variables. Donc là, vous n'êtes pas, vous êtes seulement montrer l'injectivité et montrer cette condition-là. Et vous avez un changement de variable, c'est-à-dire un difféomorphisme, une application de classe C1 dans l'inverse et aussi de classe C1. Et bien sûr, vous avez toujours la formule de l'inverse. Cette formule qui vous donne le jacobien de G-1 égale à ça.
Voilà. Alors, on va appliquer ça. Alors ça, c'est appliqué pour résoudre. Alors vous avez cette équation aux dérivées partielles. Donc ça, c'est difficile à résoudre. Alors on va faire un changement de variable et on va résoudre cette équation. Et le changement de variable, on va le montrer grâce au théorème d'inversion globale. Alors le changement de variable, je pose u égale à xy et v égale à yx. Donc je considère l'application qui a xy associe xy, y sur x. Alors je dois montrer que cette application est injective sur cet ensemble et que les jacobiens sont tous différents de 0. Le déterminant des jacobiens, tous différents de 0. Et dans ce cas-là, je suis sûr que j'ai un changement de variable. Alors, d'abord, l'application est de classe C1. Alors, je commence par les jacobiens. Donc, je calcule d de u sur dx. Alors, ici, c'est xy. Donc, c'est yx. Et là, c'est sur dx, c'est moins y sur x carré. Et par rapport à y, c'est 1 sur x. Donc, c'est ça, le jacobien. Je calcule le déterminant. Donc, c'est 1 sur x plus 1 sur x, c'est y sur x plus y sur x, 2y sur x. Alors comme x et y sont tous les deux positifs, strictement positifs, ça c'est différent de 0. Donc la condition, les jacobiens différents de 0 sont réalisés. Alors maintenant, je montre l'injectivité. Donc je prends deux points x1, y1, x2, y2 avec x1, y1 strictement positif et x2, y2 strictement positif, et j'écris que u de x1, y1 égale à u de x2, y2 et v de x1, y1 égale à v de x2, y2. Donc j'écris ça, ça me donne ça. Alors je remarque que y1 sur y2 ici égale à x1 sur x2. Mais x1 sur x2 égale à... alors x1 sur x2 égale à y1 sur y2. Et ici, x1 sur x2 égale à y2 sur y1. Donc je vais avoir ça. Donc je vais avoir que y1 au carré égale à y2 au carré. Alors comme y1 et y2 sont toutes les deux strictement positifs, eh bien on va avoir y1 égale à y2. Et si y1 égale à y2, ici, x1 égale à x2. Donc j'ai montré que cette application est injective. Donc c'est un changement de variable d'après le théorème d'inversion globale. Alors maintenant, je vais poser, on pose f de xy égale à g de uv. Et voilà, donc j'introduis le changement de variable. Et voilà, et donc je vais voir si f vérifie cette équation, quelles conditions sur g. Donc c'est ça, c'est comme ça qu'on fait quand on veut changer le variable d'une... Voilà, on prend f de x. Alors maintenant, je dérive d de f par rapport à x. Donc la formule, donc c'est d de u sur dx. Alors u, c'est xy. Voilà, c'est ça. Et v égale à y sur x. Donc ici, je calcule. d de u sur dx, c'est ça, moins, voilà, moins d de v sur dx moins yx carré. Et d de f sur dx, donc c'est d de u sur dy, c'est x fois plus, voilà. Et je remplace ici et je trouve cette relation. Donc, cette équation est vérifiée si seulement si ça égale à 0.
Donc f est solution si et seulement si cette équation est égale à 0. Et je remarque ici, ça dépend que de u. Donc je peux fixer v et prendre cette fonction g de v. Donc cette équation, c'est solution de x, y' moins y plus 1 égale à 0. Voilà, donc trouver g de v de u, c'est trouver cette équation-là. Alors ça, c'est une équation du premier degré. Voilà, alors les solutions, c'est une solution particulière. Donc je remarque que 1 est solution particulière. Si je prends y égale à 1, je vais avoir ici 0. Et l'autre solution, c'est exponentielle de la primitive. Bon, il faut revoir les équations. Donc les solutions sont de cette forme. Et donc les solutions de cette équation sont g de uv, la constante qui dépend de v u plus 1. Et maintenant, je reviens à f de xy. F de xy, c'est g de uv. G de uv, c'est ça. Et donc, j'ai trouvé les solutions de cette équation. Voilà. Et donc, voilà, donc c'est ça l'importance du théorème d'inversion globale. Ça permet de donner des changements de variables d'une manière simple. On vérifie seulement que les jacobiens sont non nuls et que l'application est injective, et ça permet de résoudre des équations. Voilà, donc si vous êtes resté jusque là, donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné, de liker, de partager, et je vous remercie.